Membre fondateur d'Optique, membre du Conseil national du numérique, fondateur de Jokolab, entrepreneur impactant, le très actif Karim Sy est l'invité d'Ousmane Gueye ce dimanche dans E-Tech. Quel regard sur la gestion numérique du coronavirus par les acteurs de la technologie? Quel bilan à la tête de la très stratégique association Digital Africa? Que retient-il de ces années au Conseil présidentiel pour l'Afrique qu'il a quitté? Comment se porte son réseau d'espaces collaboratifs qu'il étend désormais à Saint-Louis? Quel financement de l'entrepreneuriat? C'est un Karim Sy offensif et ouvert sur les grandes questions de l'actualité à suivre dimanche 7 juin 2020 aux alentours de 7h25 et 12h25 sur e-radio. E-Tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous. E-Tech toujours fidèle au diaspora au pluriel ou pour employer le singulier à la diaspora africaine après la capverdienne Elisabeth Moreno, directrice générale et vice-présidente de HP Afrique qui refermait le mois de mai. Le Sénégalais Karim Sy nous rejoint et c'est pour le premier numéro de juin en visioconférence ce dimanche. Karim Sy, bonjour. Bonjour Ousmane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme Elisabeth Moreno, que vous connaissez très bien parce que vous êtes très visible à l'échelle internationale, nous y reviendrons. Nous vous avions déjà reçu. Vous signez donc un repassage ce 7 juin. Issu de 4 pays au moins, vous êtes un enfant de la mondialisation tout court, issu du Mali, de la France, du Liban et du Sénégal, d'où vous nous parlez ce dimanche, fondateur de Jokolab, un espace de travail collaboratif désormais présent à Saint-Louis. Et quand on vous reçoit, on précise forcément le pays à Saint-Louis du Sénégal. Membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique, mis en place par le jeune Emmanuel Macron en août 2017, vous avez approché plusieurs présidents et au cadre du numérique en Afrique et ailleurs. Organe de conseil composé de 10 membres, dont d'autres compatriotes, l'universitaire Mbaye Fall Diallo et l'entrepreneur Bourindao, passé aussi dans cette émission. Vous le quittez il y a quelques mois pour vous occuper pleinement de la présidence de l'association Digital Africa. Digital Africa qui réunit l'Agence française de développement, la Banque publique d'investissement et plusieurs acteurs du numérique sur le continent. L'association dispose d'un fonds de plus de 42 milliards de francs CFA pour soutenir les startups en quête de financement d'amorçage à hauteur de 65 millions de francs CFA. Nous allons démarrer, Karim Sy, si vous êtes bien d'accord, par examiner une rumeur. Karim Sy, est-ce que c'est vrai que vous allez démissionner de Digital Africa? Alors, démissionner, c'est un grand mot. En fait, je vais effectivement prendre du recul de mon poste. Vous êtes bien informé, Ousmane. C'est normal, je suis du milieu. Hein? C'est que je vois. Donc, je vais prendre... je vais me retirer en fait de la présidence, donc, oui. Et que j'ai porté pendant 2 ans. Il faut savoir que c'est un engagement qui est très prenant et qui est bénévole et que j'ai fait. Donc, c'est pour lancer sur ces fonds baptismaux, on va dire, cette association, oui, qui aujourd'hui est plus solide. On a une équipe aujourd'hui de quasiment 7 à 8 permanents là, qui travaillent à l'opérationnel et donc je pense que c'est un deuxième temps qui commence à se prendre. Moi, je vais rester membre du conseil d'administration, donc je démissionne de la présidence du bureau. Mais voilà, je vais rester quand même. Et Jokolab est membre de l'association, donc on reste à avoir un rôle éminent dans cette action. Il est évident qu'un engagement aussi fort depuis 2 ans, on ne va pas se retirer complètement comme ça. Ça fait... Oui. Mm-hmm. Oui, c'est un peu l'effet Nicolas Hulot. Est-ce que c'est une démission en direct sur e-radio dans E-Tech ou c'est plutôt préparé avec bien sûr disons la direction de Digital Africa à saisir? Non, c'est préparé. Ça va se faire d'ailleurs la semaine prochaine lors de la prochaine Assemblée générale qu'on est en train de préparer. Et donc, voilà, les dispositions seront prises pour une continuité de l'initiative et je pense même qu'on va repenser d'autres actions. Oui, j'ai rappelé tout à l'heure, Karim Sy, que vous avez quitté le Conseil présidentiel pour l'Afrique pour mieux vous occuper de la présidence de Digital Africa. Donc, mathématiquement, parce que si vous quittez Digital Africa, c'est que vous retournez au CPA.
Non, 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 pas du tout. Là, vous savez, les CPA, c'est aussi une famille, hein, on est des bons amis. Je pense que j'ai pas mal donné ces dernières années. Moi, vous savez que mon engagement, vous l'avez dit, hein, c'est dans mon ADN de créer des ponts. Oui. C'est même l'ADN de Jocolab, c'est le Joko. Je pense que c'est l'esprit même traditionnel qu'on a au Sénégal ou en Afrique. Et je suis fortement convaincu, moi, par le besoin de créer des ponts entre les nations, entre les peuples, entre les personnes différentes, entre les gens qui ont des approches différentes. Et mon combat sur l'innovation participe de ça, parce que l'innovation se nourrit de la diversité. Maintenant, ça m'a quand même demandé d'être très présent en France. Encore une fois, c'est aussi un engagement bénévole, donc c'était très fort et très prenant. Et donc là, il est temps que je passe aussi à une autre étape. Les gens aussi de mon équipe de Jocolab m'appelaient aussi à être aussi un peu plus présent. Forcément, j'étais moins présent dans le réseau, qui est aujourd'hui quand même sur 7 pays et qui s'étend. Et je pense qu'à l'orée notamment de la crise Covid, on voit bien que l'Afrique a besoin de tous ses enfants et le combat il se mène aussi sur le terrain africain. Donc je voulais disposer peut-être de plus de temps aussi pour être vraiment plus présent en Afrique, peut-être moi aussi en France. Oui, enfin, vous allez vous poser. C'est ça. Ah, ça, vous entendez ce que dit ma femme, là. Ah bon? Effectivement. Mais bon, me poser, je ne sais pas. Le combat reste panafricain, bien évidemment. Je ne quitte pas cette démarche. Reste l'Afrique, mais l'Afrique aussi dans le monde, donc en lien avec les dynamiques mondiales, hein, qu'on n'a pas arrêté de monter. Hein. On a créé des liens, que ce soit par le réseau du Global Entrepreneurship Network, dans lequel on est très actif, qui touche 160 pays et dans lesquels aujourd'hui le Sénégal a pris une place, mais aussi l'Afrique francophone à travers tout ce qu'on a fait dans ce réseau. C'est aussi à travers d'autres engagements qu'on a. Bien sûr, premier Job Collab, dont l'aventure a commencé au Sénégal et qui aujourd'hui s'est exporté dans 7 pays. Mais c'est aussi à travers ce que je fais dans le réseau Ashoka, où on prône aussi une approche de l'entrepreneuriat qui est différente, qui vise aussi un impact social, où on est en train de travailler sur des choses. Enfin voilà, par moment, il faut passer à de nouveaux cycles. C'est l'histoire de la vie. Les feuilles tombent, elles vont nourrir la terre et elles reviennent d'une autre manière sur l'arbre. Vous en parlez avec le maximum de sérieux. Hein. Je précise aux auditeurs de e-tech sur e-radio que cette émission, elle se fait aussi en visioconférence. Je vous regarde, je vois votre visage, Karim. Vous en parlez avec le maximum de sérieux. Est-ce que c'est parce que c'est une page qui se tourne un peu avec vous au niveau de Digital Africa? Bon, ce sera forcément une page. Vous savez, normalement, une présidence a un engagement fort et donne une certaine orientation. Donc, il y avait toute une orientation qu'on a donnée qui s'est traduite aussi par des actes. Hein. On a aujourd'hui ce fameux programme de financement qui a été lancé, qui est assez innovant par les acteurs qui ont été sélectionnés et par le type de financement qui vont être offerts à hauteur de 15 millions d'euros. Mais c'est bien sûr d'autres engagements. Et puis, comme vous le savez, je suis quelqu'un d'assez passionné. Donc, quand je fais quelque chose, je ne le fais pas à moitié. Et donc forcément, il y a un cycle qui passe. Maintenant, c'est un engagement, encore une fois, qui n'a pas commencé avec Digital Africa, qui était bien avant. Hein. Jocolab, c'est 10 ans bientôt. Donc, c'était quand même quelque chose. Ça fait 10 ans qu'on parle d'écosystème. Les gens ne parlaient pas d'écosystème, les gens ne parlaient pas de start-up, les gens ne parlaient pas des jeunes entrepreneurs. On avait du mal avec la question du numérique. Le numérique, vous savez que je suis engagé dans le secteur depuis la fin des années 90-19. Donc, on a lancé, j'étais un des membres fondateurs de Optic en 2003 pour organiser le secteur. Donc, ça fait longtemps qu'on mène ce combat. Et je crois qu'on est surtout dans un temps particulier. On est quand même dans la crise Covid. Regardez cette émission, on l'a fait à distance. Et donc, il y a clairement un avant et un après Covid.
Je pense qu'on ne peut plus s'arrêter et dire on va faire les choses business as usual. Il faut qu'on s'interpelle et qu'on cherche vraiment à avoir le maximum d'impact et de sens dans les actions qu'on va mener dans le futur. Vous parlez de bénévolat. Quand on parle de Karim, si c'est que du bénévolat, finalement, question tout à fait juste, Karim, et que vous voyez venir, comment vivez-vous? Où est-ce que vous trouvez les ressources puisque tout est du bénévolat? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Écoutez, je n'ai pas fait que du bénévolat. J'ai commencé à faire des affaires, j'avais 19 ans. Donc, Dieu merci, j'ai eu pas mal d'aventures, certaines qui n'ont pas réussi, mais d'autres qui ont bien réussi, alhamdoulilah. Donc, je me trouve avoir une situation qui est relativement confortable. Après, je fais quand même des investissements dans des startups et je dois dire que j'ai eu quelques retours sur investissement fort intéressants ces dernières années. Donc, ça Oui. m'a permis aussi d'avoir une certaine limite. Après, moi, je suis quelqu'un de très frugal, hein, donc déjà, j'ai peut-être moins de besoins que certains. Et je pense qu'il faut aussi qu'on s'engage. C'est-à-dire, en fait, les gens associent beaucoup au bénévolat, mais ce n'est pas la notion de bénévolat. C'est que je ne veux pas insister sur faire de l'argent, tout le monde en parle. Oui. Les gens parlent moins de l'engagement qu'il faut avoir de manière, je dirais, empathique et pour justement aujourd'hui s'engager dans sa communauté. Je pense que ça, c'est très lié aussi à notre tradition. En fait, ce que fait la main droite, la main gauche ne doit pas le savoir. Donc, à nous, en fait, de commencer à changer de modèle. On voit bien hein, le modèle purement néolibéral, capitaliste. Vous savez, moi, j'étais au Canada. Et au Canada, j'étais toujours surpris quand un jeune demandait à un autre ami de lui donner une cigarette, l'autre lui demandait 25 cents. Wow. Des choses que nous, on a du mal à comprendre. Et donc, je pense que... Mais pourquoi on n'arrive pas à le comprendre? Parce qu'on n'a pas qu'une dimension qui est calculée. On a des dimensions, justement, qui sont immatérielles, mais dans cette logique, justement, du monde des affaires, telle qu'elle a été développée au XXIe siècle et telle que nous, on l'a prise, et je pense que c'est peut-être pour ça que des fois, on a du mal, on ramène uniquement des relations d'affaires monnayées et matérielles. Je pense qu'il est important aussi de valoriser des relations qui ne sont pas financières. Et c'est tout le principe de base qu'on retrouve dans certaines communautés. Et je pense qu'il faut qu'on revienne à ces principes-là aussi. Parce que tout ne peut pas être matérialisé. Tout ne peut pas être capitalisé et mis dans un lien de relations monétaires. Il y a plus que ça. Et c'est ce qui fait la valeur de notre humanité, je pense. Et donc c'est pour ça que j'insiste sur la question du bénévolat. Il est bien évident que dans un monde en transition, il est impossible d'avoir tout le temps du bénévolat. D'ailleurs, quelque part, là, j'arrive à ma limite avec Digital Africa, justement. Oui. Et donc, je vais aussi m'occuper de mes affaires privées pour faire fructifier aussi un peu mes affaires. Mais très clairement, l'objet premier ne peut pas être que juste faire de l'argent. Je pense qu'aujourd'hui, il nous faut une autre dimension. Il faut qu'elle soit là. Chacun, à son niveau, peut le faire. Et je pense que quand on va tous commencer à contribuer d'une manière ou d'une autre, on voit bien que ça peut créer un impact qui va être considérable et qu'aujourd'hui, voilà, c'est une nouvelle approche pour faire avancer les choses. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que là, on est en crise. Et en crise, on voit bien qu'on nous tire nos derniers retranchements. Et le plus important nous pend au nez et devient évident. Et je trouve assez intéressant, je suis impliqué dans l'initiative Dan Covid-19 qui a été impulsée par Optic. Mais qu'est-ce qu'a fait Optic? C'est regrouper tous les bonnes volontés et finalement sous une démarche bénévole, ce qui n'est pas courant pour le secteur privé. Hein, quand on dit qu'il défend que ses intérêts. Et là, on a plus de 400 bénévoles qui se retrouvent, j'ai bien dit des bénévoles, donc, qui donnent de leur temps, qui vont se battre pour donner des solutions au ministère de la Santé pour répondre à la crise. Et c'est en train de donner des réponses très concrètes. Aujourd'hui,
au ministère et être quand même d'un appui assez considérable. Donc, on voit que voilà, on peut trouver aujourd'hui un mécanisme et on voit bien que naturellement on est allé vers ça. Donc maintenant, c'est de trouver l'équilibre entre cette capacité à mobiliser du bénévolat et cette capacité aussi à équilibrer un modèle, parce que le bénévolat ne doit pas se transformer bien sûr en abus pour profiter de la bonne volonté de certains. Et parlant d'optique, dont vous êtes, vous l'avez rappelé, membre fondateur Karim Sy, je rappelle que dans cette émission, nous avions reçu les plus de 400 bénévoles pour voir un peu ensemble comment est-ce que, quels sont les enjeux d'abord de ce regroupement inédit, cette coalition inédite, et puis quelle suite donner disons, à cette synergie autour de toutes les forces vives numérique sénégalaise basée au Sénégal, mais ailleurs. Karim Sy, ancien membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique et démissionnaire, il vient de le révéler à l'instant dans ITEC sur iRadio, démissionnaire de l'association Digital Afrique. Finalement, je me suis demandé en préparant... Du poste de président. Pardon? Démissionnaire du poste de président, mais oui. Je reste membre du conseil d'administration. Oui, c'est noté, démissionnaire du poste de président, mais toujours membre du conseil d'administration. En préparant cette émission, alors que je n'étais pas très fixé sur cette rumeur, je me suis dit finalement que restera-t-il des engagements internationaux de Karim Sy maintenant qu'il part de la présidence, j'ai bien noté, de Digital Afrique, et qu'il part du conseil présidentiel pour l'Afrique, alors que restera-t-il de vos engagements internationaux? Ils ont toujours été là, ils étaient antérieurs. Je veux dire, Jocolab, vous l'avez dit, on a commencé à Dakar, mais aujourd'hui on est dans 7 pays, dont la France. C'est peut-être comme ça d'ailleurs que j'ai été identifié. Je vous l'ai dit, on a toujours travaillé à faire émerger un écosystème beaucoup plus fort en Afrique, intégré dans l'écosystème mondial. Et ça, c'était un engagement que j'avais dans le cadre du réseau du Global Entrepreneurship Network, dont je suis membre du board et en Afrique et en Europe. On a fait monter, d'ailleurs, avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie, une coalition un peu francophone pour avoir une meilleure représentation dans cet écosystème mondial qui est beaucoup plus anglophone, comme vous le savez, et pour justement nous donner une place plus grande. Et je pense que chaque année, vous voyez, et je crois même que vous participez à la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, oui, que nous organisons justement, qui est une des actions phares de ce mouvement et de ce réseau, qui est organisé au Sénégal depuis plus de 5 ans par Jocolab, mais avec tous les acteurs qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, pour justement développer une culture de l'entrepreneuriat au Sénégal. Mais ça, on le fait dans 5 pays africains et on le fait en coordination avec 160 pays dans le monde. Donc, bien évidemment, mon engagement a toujours été dans cette dynamique internationale et ça ne va pas s'arrêter là. On va au contraire continuer. C'est peut-être moins. Oui. C'est que là, cet engagement était forcément très lié à la France, puisque, comme vous l'avez dit, on était avec le président Emmanuel Macron, etc. Oui. C'est ce qui était une expérience extrêmement intéressante par ailleurs, parce que ça m'a permis de mieux comprendre les dynamiques en marche en France, de mieux voir les interlocuteurs, les différents interlocuteurs en charge de l'Afrique, échanger avec eux, avoir aussi des échanges avec les partenaires au développement, particulièrement l'Agence française de développement. Et c'était extrêmement enrichissant. Mais bien sûr, le monde est beaucoup plus large. Karim Sy, ancien membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique et démissionnaire de la présidence de l'Association Digital Afrique, est notre invité ce dimanche sur iRadio et nous le remercions pour le choix porté sur ITEC après un premier passage au mois de mai 2019, début mai 2019, un peu plus d'1 an aujourd'hui puisque nous sommes le 7 juin 2020. Karim Sy, nous allons poursuivre notre émission, notre échange. C'est quoi les rapports avec Emmanuel Macron? Parce que, bien sûr, on vous a vu très proche, notamment en mai 2018, encore le mois de mai qui revient. Nous vous avions aperçu aux côtés aussi de Paul Kagame, porte de Versailles, lors du sommet numérique Vivatech.
Alors, c'est quoi les rapports entre Karim Sy et les présidents, et particulièrement Macron qui vous a accepté, qui vous a coopté dans son CPA? Alors, vous savez, les rapports avec un président, c'est une institution. Donc, et dès le moment où la personne devient président, je pense que quels que soient les rapports que l'on peut avoir, euh, la personne devient institutionnalisée. Et dès ce moment-là, elle perd même d'ailleurs une partie de sa propre liberté d'action. Hein. Elle devient inaccessible. Elle devient inaccessible. En tout cas, elle est une institution protégée et autres. Hein. Vous savez, même pour mettre un pins, j'ai eu, vous le rappeliez, le dernier Vivatech, j'ai proposé au président qu'il a bien accepté amicalement de mettre un pins sur sa veste. C'est que normalement, on ne touche pas un président. Je ne savais pas ce protocole. Hein. Donc, nous, on a aussi cet avantage des personnes peut-être qui n'ont pas un parcours de fonctionnaire et de serviteurs de l'État, en tout cas dans le cadre de la fonction publique, de ne pas connaître tout ce protocole. Et donc, moi, j'avais fait l'hérésie de lui proposer, et il avait bien voulu accepter de porter ce pin, mais je voyais le service de sécurité qu'on fait me sauter dessus. Donc voilà, donc je pense que d'un côté, on amène une certaine fraîcheur, parce que justement, on sort du sérail et on a peut-être un certain langage de vérité et autres. Et je pense que tous les présidents sont très preneurs de ça. Kagame, j'ai eu la chance de participer à une visite officielle du directeur de l'Agence française de développement. C'était la première visite Au Rwanda? d'un officiel au Rwanda, d'un officiel français à ce niveau-là depuis des années. Vous savez, les rapports avec la France étaient assez tendus. Ils ont été d'ailleurs beaucoup mieux depuis les échanges avec Emmanuel Macron, qui a un autre regard sur l'Afrique. Je pense que ça, il faut le dire, qui a vraiment une vision, je pense, assez saine. Et c'est de là qu'est partie d'ailleurs cette idée de faire le CPA, c'est-à-dire de penser l'Afrique aussi avec des Africains, de penser aussi hors réseau classique et être avec des jeunes. Et aujourd'hui, on sait que la jeunesse africaine compose quand même la majeure partie du continent. Donc, on ne peut pas l'exclure et ne pas entendre sa voix pour prendre des décisions. Il est important d'avoir un retour, et c'était un peu le rôle du CPA, de servir de cette caisse de résonance, de pouvoir discuter de manière complètement libre. Et je veux dire que vraiment, il a, en tout cas, jusqu'à ce que dans toutes les rencontres auxquelles j'ai participé, il a complètement joué le jeu, et il a montré une régularité en plus pour nous rencontrer qui était assez impressionnante. Je ne savais pas que, enfin, on sait qu'un président est difficilement accessible. Oui. Je crois qu'on ne mesure pas le niveau de prise de son agenda. Vous savez, nos présidents, que ce soit d'ailleurs le président Macky Sall, que ce soit le président Macron et autres, en fait, ils n'ont plus de vie. Hein, ils sont consacrés à leur fonction. On a tendance à leur taper dessus et aller assez vite, mais c'est incroyable le nombre d'engagement qu'ils ont, et bien sûr, ce qui est normal, parce qu'au regard des attentes qu'on a par rapport à eux, c'est une charge énorme. Mais du coup, qu'ils prennent le temps justement de forger des opinions, de monter, parce que derrière, de pouvoir prendre des bonnes décisions, c'est assez important. Donc moi, je n'ai pas des rapports particuliers avec le président. Hein, c'est pas la compagnie que je recherche en premier, hein, bien sûr. Il est évident que si je suis consulté, bien sûr, je vais le faire. Et ce qui est important, je pense, c'est d'arriver à être un bon porteur des messages qu'on peut entendre. Le message que j'ai voulu porter, ça a toujours été le même. C'est que je pense que la jeunesse africaine a quelque chose à proposer. C'est pour ça qu'on a lancé les Jocolab. Il faut leur donner de l'espace pour pouvoir le faire. Il faut pouvoir les accompagner à réaliser cette ambition, parce que l'écosystème est loin d'être aujourd'hui optimal et mature. Et pour ça aussi, il faut prendre en compte les spécificités africaines et que ça se fasse en Afrique avec les Africains.
Un mot quand même sur Paul Kagame, le Rwandais. Vous l'avez dit, vous avez été pour la première fois en déplacement avec un officiel français, quelqu'un de l'Agence française de développement. Paul Kagame, on parle beaucoup de lui. Il est même vu, selon le constat que moi je fais, un constat rapide, comme un prophète dans beaucoup de milieux numériques africains. Mais pourquoi est-ce que le monsieur est si particulier? Pourquoi on parle beaucoup de lui? D'un point de vue technologique, puisque c'est ça qui nous regarde un peu dans e-tech? Alors, il faut savoir que déjà, le Rwanda est un des rares pays au monde qui a eu une telle transition. Il faut voir qu'il est quand même parti d'un pays qui a été complètement dévasté, qui a eu un génocide, plus de 500 000 morts. Oui. Pour un petit pays, hein, donc il n'y avait quasiment plus rien. Et donc, vous imaginez le nombre c'est un peu la petite crise que nous, on a vécue en Casamance, quand on a perdu le Joula, où tous les étudiants étaient dans le bateau. Là, c'est carrément tout un pan de la population, donc ils ont perdu leur savoir-faire. Enfin, c'est monstrueux. Et en moins de 100 ans, ce pays, aujourd'hui, se relève et est cité partout comme une référence. Alors, bien sûr, il y a cette dynamique, justement, où je pense qu'ils sont partis d'une feuille blanche et ils se sont dit, on va construire en logique de disruption. Et ils ont très tôt étudié quels sont les leviers importants. Et bien sûr, la technologie aujourd'hui est bien évidemment un levier extrêmement important pour se positionner. On regarde d'ailleurs tous les pays et on voit bien, la Chine est revenue dans la course, par exemple, par les deux par ailleurs. Et aujourd'hui, la première puissance économique est confrontée aux États-Unis, c'est la technologie. Vous savez, le président russe Poutine a dit celui qui contrôlera l'intelligence artificielle contrôlera le monde de demain. Donc, on voit bien que les technologies aujourd'hui sont au cœur de l'enjeu de demain. Et dans la crise du Covid, on voit bien que les technologies ont fait partie de la réponse à tous les échelons, que ce soit pour le suivi, la gestion de la crise sanitaire au niveau de la santé, le ministère de la Santé, mais que ce soit pour l'éducation, que ce soit nous pour les échanges qu'on est en train de faire, etc. Et donc, on voit bien que les technologies aujourd'hui sont le soubassement de la nouvelle économie qui est en train de se dessiner. Et le Rwanda, qui est un petit pays en soi, a très tôt pris le parti pour ça, donc ils ont investi massivement dedans. Et ils ont vraiment joué le jeu, mais c'est pas que la technologie, hein, c'est plusieurs facteurs. Hein. Ce qui nous a impressionné, par exemple, dans la visite, c'était assez comique, parce que pour un très haut fonctionnaire comme Rémi Rioux, qui est le directeur de l'Agence française de développement, disait en rigolant, il faudrait peut-être qu'on prenne vos méthodes de contrôle de l'administration et qu'on vienne les implanter en France. Donc, parce qu'il y a tout un processus où les gens s'engagent sur des objectifs. Et après un an, il y a ce grand forum qui est organisé au niveau national pour évaluer. Et donc, tout le monde peut appeler. Donc, c'est complètement ouvert à la population. Donc, il y a aussi une logique d'évaluation de ce qui est fait, de la politique publique, par tout le monde sur les résultats annoncés et derrière de rendre des comptes, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort. Sur les technologies, ils se sont positionnés comme ce qu'ils ont dit, un pays proof of concept, un pays qui va faire la preuve de l'expérimentation. Et donc aujourd'hui, on voit que beaucoup d'acteurs qui veulent venir tester des choses en Afrique vont directement au Rwanda parce que tout est facilité au niveau administratif, un laboratoire. etc. C'est un laboratoire. Oui. Et plus qu'un laboratoire. Moi, j'ai été au Kenya, j'ai failli me faire renvoyer parce que je n'avais pas de visa, venant d'Afrique de l'Ouest. Et wow. je suis arrivé au Rwanda, ça m'a pris 5 minutes pour faire mon visa au DES, parce qu'ils ont ouvert les visas à toute l'Afrique. Donc, on parle de panafricanisme, etc. On parle de s'ouvrir, de créer du lien et ouvrir nos marchés derrière. Vous savez, à un moment, vous faites quelque chose, il vous faut un marché. Donc, il faut qu'on arrive à faire. Donc, c'est toute une série de mesures qui ont été prises et qui sont assez exceptionnelles. Je finirai par ça, mais quand il dit proof of concept, tout le monde a parlé des drones pour délivrer les médicaments. Ces drones ont été répliqués. Des poches de sang dans des zones, par exemple, des médicaments. Ça a fait la preuve du concept. Ça a été repris dans certains pays africains. Et là, qu'est-ce qu'on vient de voir dernièrement? Ça a été repris aux États-Unis. Donc, la preuve du concept peut être aussi mondiale.
Karim Sy, invité spécial de ITEC ce 7 juin sur e-radio, 7 juin 2020. Quelques minutes encore avant la pause dans cette émission, est-ce que le président Macky Sall, pour sourire un peu, ne serait pas jaloux des rapports que vous avez avec ses homologues? On vient de parler de Kagame, Macron également, parce que on parle beaucoup de vous et de ces présidents, mais rarement de Karim Sy et de Macky Sall. Est-ce que dans votre pays, vous vous sentez un peu prophète au sens officiel du terme? Est-ce que vous êtes très proche des officiels? Parce que dans le numérique, vous êtes dans les milieux numériques, mais on ne sent pas cette même proximité, cette même ampleur d'un point de vue officiel. Oui, alors peut-être qu'on ne l'affiche pas de la même manière, mais on a eu des échanges avec le président Macky Sall, qui est très à l'écoute, au contraire, et très intéressé par le numérique. C'est là aussi un profil d'informaticien à l'origine, on a tendance à l'oublier. Peut-être les gens ne le savent pas. Et après, vous savez, je crois que des fois aussi en Afrique, on a tendance à tout ramener au président. Mais il y a d'autres personnes. Aujourd'hui, il y a la ministre de l'économie numérique qui fait un gros travail, avec qui j'ai beaucoup échangé. Vous savez que je fais partie des membres du Conseil national du numérique du Sénégal. Le CNN, qui tarde encore à démarrer. Qui tarde à démarrer. Mais on a eu la crise Covid, sinon s'il était prévu, je pense qu'on fasse une réunion. Et qui mérite également une mise à jour parce qu'entre-temps, il y a eu la suppression du poste de PM. C'est fait. Le décret est sorti et donc aujourd'hui. Merci pour l'information. Finalement, vous n'êtes pas si bien informé que ça. Que d'informations dans ITEC de ce dimanche. Non, c'est sorti justement avant le Covid malheureusement et donc. Noyé par le Covid alors. Noyé par le Covid, je pense que c'est ça. Et sinon, c'est rattaché au secrétariat général du gouvernement. Oui. Donc on voit encore une fois l'intérêt du président qui a été aussi visible à travers la DER qui a été lancée et qu'il suit personnellement. Donc, on voit qu'il y a un gros intérêt. Donc, encore une fois, il y a plusieurs strates. Il n'y a pas que le président, il y a le ministère, il y a d'autres acteurs. Moi, j'échange bien sûr avec tous les acteurs au Sénégal assez régulièrement. Oui, mais je précise quand même, je n'aimerais pas être mal compris, Karim Sy. Je parlais de vos rapports avec le président. Je ne parlais pas de ce que le président fait dans le numérique, parce que ça, au moins, je suis au courant. Ils sont très bons, je l'ai rencontré plusieurs fois et vraiment, il est très à l'écoute et il n'y a pas de problème. Karim Sy, ancien membre, hein? Je vois que ça vous fait sourire quand je dis ancien membre parce que pour le moment, vous avez du mal à l'entendre, c'est ça? Pas du tout. Karim Sy, ancien membre donc du CPA, le Conseil présidentiel pour l'Afrique mis en place par Emmanuel Macron et démissionnaire de l'Association Digital Afrique, mais avant tout, bien sûr, fondateur de Jocolab. Et notre invité ce dimanche sur e-radio, nous allons marquer une pause de 25 minutes et on se retrouve pour la suite. Vous nous ferez notamment un bilan de vos années au CPA, à Digital Afrique, et un point aussi sur le développement de Jocolab, désormais présent dans ma ville natale, Saint-Louis. À tout à l'heure. ITEC, Ousmane Gueye sur e-radio. Un an donc de pérégrination à travers l'Afrique, à travers le monde. Le très actif entrepreneur Karim Sy se voit peut-être cloué à Dakar par le coronavirus. Il l'a d'ailleurs reconnu dans la première partie. L'occasion de se poser, de nous parler enfants et également. Pour démarrer cette seconde partie, un mot, mais c'est pour aller très vite, Karim. Un mot de la gestion numérique de la crise, un regard sur cette explosion digitale qui marque notre actualité au Sénégal, en Afrique et ailleurs. Cette innovation, cette explosion de l'innovation numérique dont nous avions parlé d'ailleurs avec Elisabeth Moreno, vous la voyez comment, vous qui êtes au cœur du numérique et au cœur de l'écosystème? Je pense que ce qui est très intéressant, notamment à l'aune de la crise, c'est que chaque pays est obligé de compter sur ses propres forces parce que tous les pays sont en train de réagir en même temps. Et donc, on a bien vu, chacun doit un peu se débrouiller tout seul. Donc, dès ce moment-là,
on voit que le Sénégal, quelque part, n'a pas à rougir, et au contraire, a montré a montré son professionnalisme, une certaine maturité dans le secteur à travers différentes solutions qui sont en train d'être déployées, à travers l'initiative d'Anne-Covid que vous avez reçue ici. Et donc, on voit que, en fait, vraiment, le Sénégal n'a pas à démériter. Au contraire, il faut renforcer la confiance qu'on a dans le secteur et peut-être ça va être un accélérateur. C'est vrai que souvent, de mon point de vue, on a beaucoup parlé de télécom ou d'infrastructures numériques. Alors, il est vrai que c'est important parce qu'il s'agit d'avoir aussi l'accès pour tous. On voit encore plus aujourd'hui la problématique que ça peut poser, notamment par exemple sur l'éducation ou autre, aller toucher les personnes qui sont non pas dans les villes ou de manière plus reculée, le dernier kilomètre, le fameux dernier kilomètre. Et donc, quand on regarde, peut-être un point intéressant, ça va nous amener à être encore plus entreprenants, encore plus innovants. Si on prend l'éducation, on est pris en contre-pied. Là où on était en train d'imaginer, par exemple, des centres multi-usages qui pouvaient servir pour la formation et autres, maintenant, on voit bien qu'il faut être encore plus disruptif et peut-être aller directement dans la relation 1 à 1, ou N1 contre N, et aller toucher les gens sur des dispositifs individuels. Et là, c'est complètement repenser la chose. C'est plus un espace numérique qui va accueillir des gens, c'est trouver les gens et leur amener cette connaissance. Donc, on a peut-être un autre cap qui va être passé, mais ce qui est, je trouve, le grand point que je retiens, c'est qu'on comprend qu'aujourd'hui, on est au-delà des infrastructures. On voit que le numérique est un catalyseur pour tous les secteurs, et donc on va vraiment pouvoir peut-être lui donner un peu plus la place qu'il lui mérite, qui lui revient, et le valoriser dans tous les secteurs de l'économie. Ce qui revient finalement à ce qu'on retrouvait dans la stratégie Sénégal 2025, mais qui va peut-être ressortir de manière plus forte. On l'avait promis aux auditeurs dans la première partie, Karim Sy. Alors, on retient quoi? Je sais que l'exercice n'est pas très facile, mais c'est important qu'on revienne là-dessus. On retient quoi de vos années d'abord à Digital Africa? Je rappelle, et vous l'avez dit, et c'est ça l'information, vous restez quand même dans le conseil d'administration, même si vous quittez la tête. Tout à fait. Écoutez, ce qu'il faut voir, c'est déjà le contexte dans lequel ça s'inscrit. Cette initiative s'est inscrite aussi dans un contexte où on a parlé de repenser et de retravailler la relation entre l'Afrique et la France, ce qui est un point très important et qui était vraiment une des grosses volontés annoncées par le président Emmanuel Macron. Donc moi, c'est dans ce cadre que mon engagement s'est inscrit. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a développé cette approche de Digital Africa. C'était toucher la jeunesse, la créativité, permettre de la libérer, mais au-delà, ça a été de voir comment est-ce qu'on construit ensemble. C'était d'autant plus fort que Digital Africa a été sorti en fait de l'AFD. Donc, vous savez que l'AFD, c'est l'Agence française de développement, c'est un des grands acteurs de la politique française en Afrique. Et donc, l'idée, et cette organisation, sous le leadership de Rémi Rioux, a fait une formidable mue avec une stratégie où l'AFD s'est mise dans une démarche où d'ailleurs elle parle de bâtir un monde en commun. Je pense qu'aujourd'hui, moi je me rallie complètement à cette approche où dans le temps de crise, et la crise Covid nous le montre bien, on est dans cette problématique où il nous faut construire un monde en commun. On est interconnectés. On ne peut plus vivre chacun de manière isolée. On a une communauté de destin. Donc, il faut qu'on arrive à trouver des passerelles et à faire les choses ensemble. Et ça, c'était d'autant plus fort que l'AFD, dans sa nouvelle stratégie, parlait d'une AFD partenariale, donc comment travailler avec des nouveaux acteurs, et une AFD plateforme. Donc, le projet de Digital Africa, de s'inscrire dans cette dynamique, c'est que l'AFD accompagne énormément de programmes, en fait.
et d'autres structures aussi le font. Donc, on a commencé par faire cette association, qui est donc un véhicule commun, et avec des associations africaines, et avec des associations françaises, avec des institutionnels comme l'AFD, pour dire, ben voilà, on doit pouvoir construire un véhicule commun pour justement se donner des objectifs à atteindre et le faire ensemble. Et pas que sortir de la dynamique où voilà, on a la France qui vient, qui aide, on a les Africains qui demandent. Non, c'est qu'on vienne ensemble, qu'on mette nos ressources ensemble et qu'on construise un projet ensemble. Et c'est ça qu'on a vraiment cherché à bâtir dans ces 2 ans. Et pour faire ça, ça demande aussi que les gens se connaissent mieux. Et donc, on arrive à sortir chacun de nos silos, que la France connaisse mieux l'Afrique, parce que je dois dire que une de mes grandes surprises, c'est que je pense qu'en France, aujourd'hui, les gens ne connaissent plus l'Afrique, en tout cas, ont une vue qui est biaisée de l'Afrique. Et en Afrique, finalement, on parle de la France, mais souvent, on est dans cette ambiance où on parle de la France-Afrique, de je sais pas quoi, des relations de nos grands-pères. Ou de nos pères, alors que nous, on est une nouvelle génération. Et je pense que les dynamiques ont vraiment changé. Et donc, il faut repenser, en fait, et réinscrire cette relation dans une nouvelle dynamique. Oui, d'ailleurs, le président Emmanuel Macron, que vous aviez accompagné à Ouagadougou, en parle dans son discours de Ouagadougou, discours polémique, hein, je souligne, de Ouagadougou, c'était le mardi 28 novembre 2017. Je le propose d'ailleurs dans le partage d'écran pour ceux qui nous font l'amitié et le plaisir de nous regarder également sur Internet, parce que je rappelle que cette émission, elle est également à regarder sur YouTube et nous sommes en visioconférence. Alors, Emmanuel Macron avait effectivement précisé dans ce discours du 28 novembre 2017 de Ouagadougou que une bonne partie de cet argent, des 42 milliards CFA, allait partir, disons, dans l'écosystème numérique. À l'heure actuelle, est-ce que vous avez des chiffres côté financement? Est-ce que d'ailleurs cela avait démarré? Alors, donc, il y a c'est pas dans ce discours-là, c'est dans le discours dans ce discours-là, il y a une annonce pour effectivement le financement de l'entrepreneuriat. Oui, le numérique. Et l'entrepreneuriat numérique, Et de l'agriculture, l'entrepreneuriat féminin, oui. Et de l'agriculture. Donc, il y a trois axes prioritaires qui avaient été annoncés. Merci. Je dirais, sur cet engagement global, aujourd'hui, il y a ce qui a été travaillé, c'est ce qu'on a appelé Choose Africa, donc une initiative portée par le groupe AFD qui représente 2,5 milliards d'engagements. En 2017, et lancé officiellement par Bruno Macron, par Bruno, ce n'est pas Macron, Bruno Le Maire, Bruno Le Maire à Dakar, pardon. À Dakar, l'économie, oui. Effectivement. Et alors qu'à l'origine, c'était 1 milliard qui était annoncé. Donc, vous voyez que ça a été plus loin. Oui. Alors, ça passe soit par des prêts, par exemple, j'ai assisté à des signatures, soit au Rwanda ou dans d'autres pays, au Kenya ou même au Sénégal d'ailleurs, ou des conventions de garantie et de facilitation de crédit pour les PME. Et donc, il y a 10 000 PME qui sont ciblées à travers ce grand programme dans toute l'Afrique. Et donc, via des banques, mais aussi des programmes directs. Dans ce 2,5 milliards, la facilité Digital Africa représente 65 millions d'euros. Dans ces 65 millions, vous avez 50 millions qui sont en financement via Proparco, qui est la filiale privée du groupe AFD, l'Agence française de développement, oui. Qui vont pour le financement des entreprises numériques. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours, il y a des évaluations, etc. Ensuite, et ça peut passer aussi par des fonds relais, comme Partech ou d'autres, IEP, via différents financements. Et vous avez ensuite 15 millions d'euros qui ont été annoncés en décembre passé pour accompagner l'écosystème avec un financement. Vous savez, l'objectif Digital Africa, je l'avais expliqué dans votre émission, oui. Qu'on s'était donné, c'est de dire, voilà, l'écosystème, il y a une vingtaine d'acteurs qui sont impliqués.
Il ne s'agit pas, déjà en général, quand on analyse bien, on se rend compte qu'il manque des trous dans la raquette. Deuxièmement, on voit bien que les gens ne comprennent pas leur rôle. Donc, on a fait un gros travail de pédagogie. Je pense que de plus en plus, le concept d'écosystème commence à être compris, c'est-à-dire que c'est un environnement dans lequel cette vingtaine d'acteurs s'organisent pour amener l'entrepreneur de son idée projet à son succès. Et par ça, il passe dans plusieurs étapes. Oui. Et dans ces différentes étapes, il y a différents besoins. Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas un seul point qui règle sa problématique. Le financement, par exemple, si on parle du financement, au début, il va faire appel à du financement en général autour de lui, les amis, la famille, etc. Il va ensuite faire appel à des business angels qui vont être souvent des investisseurs privés, comme moi je le fais à l'occasion. Et donc, il y a un programme d'accompagnement avec le ABAN, l'African Business Angel Network, dont 2 organisations au Sénégal font partie, pour faire du 1 contre 1, c'est-à-dire jusqu'à hauteur de 60 000 euros. En fait, chaque fois qu'un business angel va investir, le fonds va mettre un frontal. Et donc, va abonder le financement qui sera fait. Vous avez ensuite des fonds qui ont été mis en place pour accompagner avec GainTech Capital et avec Mercy Corps des petits financements allant de 25 000 à peut-être 100, 200, 300 000 euros. Et enfin, après, vous aurez un fonds qui est mis en place par IEP, Investissement et Partenaires, qu'on connaît un peu au Sénégal à travers Teranga Capital, qui va faire l'accompagnement à partir de 300 000 euros. Et donc, vous voyez qu'il y a une espèce de continuum concret pour qu'il n'y ait pas de rupture dans la chaîne. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que déjà, au début de l'engagement de la startup, c'est-à-dire quand elle est en amorçage, elle ne trouve pas de financement, bien souvent. Donc, ici au Sénégal, on commence à être bien lotis. On a la DER qui investit et on commence à avoir une pratique qui est mieux connue et qui se développe. Mais il y a plein de pays où il n'y a pas ça. Ensuite, donc il s'agit à travers ces programmes-là aussi de documenter et de faire connaître et de montrer qu'aujourd'hui, il faut pouvoir le faire et accompagner. Comme j'ai dit, après, il y a 50 millions d'euros, il y a différents fonds qui sont disponibles et on voit bien qu'après, le relais est plus disponible puisqu'il y a moins de risques en fait, pour accompagner. Ensuite, on a un investissement qui a été fait sur 2-3 millions d'euros avec Afrilab pour renforcer les réseaux de hubs et donc les organisations d'appui et de soutien à l'entrepreneuriat. Il y a aussi, à travers l'AFD, le programme Afrikinov et d'autres programmes qui sont mis en place pour le soutien aux entrepreneurs sociaux, etc. Donc, on voit qu'il y a multitude de programmes qui sont faits. Les énumérer nous prendrait trop de temps d'ailleurs. Mais voilà, nous ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de clarifier, même au niveau de l'AFD, de leur dire attention, vous avez beaucoup de programmes, essayons de voir est-ce qu'il y a bien cette continuité qui se crée pour que l'entrepreneur n'ait pas de rupture dans sa chaîne de progression. Et commencer à voir justement l'entrepreneur comme une entité évolutive, c'est-à-dire qui doit d'abord mettre en place une équipe, formaliser son idée, aller à un prototype, aller sur le marché, ensuite se développer, passer à l'échelle, peut-être se développer à l'international. Et donc, dans ce travail-là aussi, comment est-ce qu'on peut engager des compétences qui sont en France? C'est-à-dire comment est-ce que, par exemple, BPI peut s'engager pour aider une start-up qui est en Afrique à s'installer en France, avoir des financements pour aller attaquer l'international. Voilà, etc. Oui, sur l'entrepreneuriat, on a plusieurs fonds d'accompagnement, de financement, on a également plusieurs incubateurs. Est-ce que parfois le jeune entrepreneur, est-ce qu'il ne s'y perd pas parfois? Mais justement, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, il s'y perd parce qu'il ne connaît pas l'écosystème et qu'il ne comprend pas la dynamique de l'écosystème. C'est là où il est important de revenir et de requalifier le rôle de chaque acteur. Je vous ai dit, il y a une vingtaine d'acteurs qui interagissent et qui doivent interagir. D'ailleurs, bien souvent, ils sont en compétition, ce qui est un gros problème. Donc, c'est un peu le rôle pour moi de l'État, d'ailleurs, et de structures comme la nôtre ou celle qu'on a mise en place avec Digital Africa ou d'autres acteurs, de dire attention, il faut arriver. C'est ça un écosystème. Dans la nature, l'écosystème est vertueux. Vous verrez rarement un lion qui se lève et il va tuer une biche juste pour rigoler. Il va le faire parce qu'il a faim, mais quand il va s'arrêter là à satiété et laisser après les hyènes, les autres animaux venir prendre les restes. Et donc,
Il faut arriver à organiser ça. On ne peut pas avoir juste des grandes corporations qui vont venir, qui vont dire je monte mon écosystème et qui prennent toutes les startups qui sont là, mais en fait qui visent juste à les alimenter. Ça, c'est la fin de la chaîne si on ne fait pas attention. Et donc, il faut arriver à créer un système qui est équilibré, qui permette de stimuler l'innovation pour faire émerger ces startups et qu'elles aient le choix dans leur progression de leur parcours. Oui, une dernière question sur les startups. Quel est le plus gros problème aujourd'hui quand on parle des startups, notamment au Sénégal? C'est quoi le souci, le plus gros souci qu'il faut lever, qu'il faut corriger? Ce n'est pas le financement, non? Vous savez, c'est justement, dès que moment où on prend ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'aussi, il y a d'autres problématiques qui font au jour, la problématique, par exemple, des ressources humaines. On a tendance à dire au Sénégal, c'est bon, on a suffisamment de ressources humaines, mais comment vous expliquez qu'aux États-Unis et en Europe, il y a un déficit de développeurs et qu'au Sénégal, on dit, il n'y a pas de problème, on est bon. Donc, tout de suite, il y a un problème. Il manque de compétences. Il ne peut pas être un déficit dans le monde. Et nous, on dit qu'on n'a pas de déficit. On a un déficit. On a un besoin de maîtrise des technologies avancées, parce que là, en plus, on est en train de passer à d'autres caps. Quand on parle de la 5G, donc il faut maîtriser les objets connectés, il faut maîtriser l'intelligence artificielle, il y a des sujets extrêmement avancés. On a des Sénégalais, on voit, c'est un Sénégalais qui gère les labos, bien souvent des multinationales. Et ça, donc ça veut dire qu'on a des compétences. Comment est-ce qu'on met aussi ces compétences au service du Sénégal aussi sans forcément les débaucher? Donc je pense que la start-up a que des défis, mais c'est le lot de la start-up d'avoir ces défis-là. Il nous faut arriver à les contourner. Je pense que le défi technologique en est un, parce qu'on commence à passer dans une autre phase du type d'outils qu'on a à travers les data, à travers l'intelligence artificielle, donc les technologies avancées, encore une fois. Donc il nous faut pouvoir alimenter et maîtriser ces technologies-là. Et ça, des fois, l'université est un peu lente, malheureusement. Parce que les technologies vont très vite, donc on sait bien, l'université, ça prend quand même des décisions, il faut structurer, il faut mettre en place des cursus, etc. Donc il y a quand même un temps de réaction qui va peut-être pas être le temps de la start-up. De quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui comme action à retenir de votre passage au CPA? Alors, je pense que je ne pourrais pas le dire expressément parce que Oui. les échanges, bien sûr, du Conseil sont sous le sceau de la confidentialité. Et je peux vous dire que quand le président nous a dit « interpellez-moi de manière complètement ouverte », ça a été fait de manière complètement ouverte. Ouverte, ça veut dire sans passer par le C'est protocole? de dire sans passer par un filtre, sans passer par du protocole, bon, restant bien sûr dans les usages. Mais je pense que de fait, on a dit des choses qui n'ont jamais été entendues à ce niveau. Et ça nous a été rappelé. Et qui ne seront jamais partagées non plus. Et là, on retombe un peu dans l'opacité. En fait, vous nous parlez un peu de communication qui ne doivent pas être divulguées. En même temps, vous nous dites que telle chose a été dite. Mais dès lors que nous ne pouvons pas prendre connaissance de cette chose-là, on retombe un peu dans l'opacité. Je pense que le CPA a été créé justement pour avancer. Vous pouvez très bien l'imaginer. C'est des choses qu'on parle entre nous régulièrement. Mais c'est que pour nous, c'est tellement évident qu'on est surpris justement de se rendre compte qu'à ce niveau-là, en fait, ça n'arrive pas. Mais vous savez, quand vous montez des notes, et chaque note, c'est une page, oui. À chaque étage, il y a des éléments qui sautent. Et donc, quand ça arrive au niveau du président, c'est une ligne. Et donc, nous, forcément, l'interpellation qu'on peut faire, et c'est des choses qu'on connaît, et autres, sur la relation avec l'Afrique. De toute manière, très simplement, je crois que tout le monde l'a dit, la France aujourd'hui ne peut plus avoir la même relation avec l'Afrique qu'elle l'avait avant, justement dans cette logique France-Afrique. C'est plus le cas. De toute manière, le président lui-même, Macron, n'en veut pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des intérêts particuliers de gens qui tirent avantage de cette situation, qui ne veulent pas que cette situation-là évolue, n'est-ce pas? Oui. Et donc,
ça, c'est une autre chose. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique a évolué, l'Afrique s'est mondialisée, l'Afrique s'est ouverte au monde. On a des Africains qui ont été partout. Moi, j'étais au Canada, etc. Moi, d'ailleurs, souvent, je leur partageais, je considérais qu'il y a certains éléments sur les technologies où la France a pris du retard. Et donc, elle n'est pas forcément un modèle. Et donc, il faut arriver aujourd'hui à s'ouvrir pour être dans une dynamique d'échange. On ne peut pas venir dire qu'on vient nous expliquer comment on fait, puisque vous-même, vous avez des problèmes. Donc, la question aujourd'hui, c'est ensemble d'aller trouver des solutions pour bâtir justement un monde en commun. Donc, cette logique de l'expert du Nord qui vient dans le Sud, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut casser. Et ça a été dit de manière assez claire pour voir comment justement on se nourrit mutuellement pour construire quelque chose de demain qui va être beaucoup plus fort. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que le message a été très clair. Et je pense que ce qui est important, c'est justement de ne pas se travestir, vous savez, pour faire plaisir et autres. Non, si on nous a appris, c'est justement pour pouvoir défendre les idées auxquelles on croit. Et Justement, est-ce que vous avez pu poser sur le réel? Est-ce que vous avez pu poser sur le cours des choses entre la France et l'Afrique? Vous, c'est un vous pluriel, vous ainsi que les autres membres du CPA. J'ai parlé de Bourindao, la Sénégalaise, et de l'autre Sénégalais, le professeur Mbaye Fall Diallo. Alors, eux, ils sont venus après moi, donc je ne sais pas sur quoi ils ont travaillé. Je veux dire, globalement, est-ce que tout à l'heure, vous avez... du CPA, écoutez, tout à l'heure, par exemple, vous avez parlé du discours de Ouaga. Le discours de Ouaga a été fortement influencé par le travail du CPA. Mais c'était un discours, Oui, mais c'est plus qu'un discours, parce que vous savez, quand un président parle, et surtout en France, il ne dit pas les mots au hasard. Ça devient un discours cadre. Il faut voir que ce discours, après, est décomposé dans des actions qui sont suivies au quotidien. Et c'est ça. Après, le rôle est aussi un rôle de suivi. Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, je suis passé du suivi à l'opérationnel en disant, je ne veux pas juste suivre, j'ai envie de faire et de participer à la construction de cette dynamique avec Digital Africa. Parce qu'on a dit qu'on va le faire, faisons-le. Ce qui n'est pas facile. Après, il faut le réaliser. Il y a toutes les structures opérationnelles. Et donc, il faut voir que le CPA a un rôle de conseil. Comme toujours, le conseiller conseille. Et bien sûr, les gens disposent. Et donc, les décideurs font après. Et c'est pour ça, après, chacun selon son tempérament. Mais vous voyez que c'est malheureux. Là, la crise a aussi est passée par là, mais des éléments forts comme la restitution des œuvres était un des éléments sur lesquels on s'était battu. Vous avez cette fameuse, qui était d'ailleurs pilotée par la saison Afrique-France, Africa, saison Africa 2020, qui devait se tenir justement pour mieux faire émerger cette Afrique et montrer cette Afrique moderne. Vous voyez, l'organisation du sommet qui avait été complètement repensée, c'était plus un sommet classique où il n'y avait que des chefs d'État, c'était aussi un salon qui regroupait aussi bien la société civile que les startups. À Digital Africa, on avait lancé le challenge des 1000 pour amener 1000 entrepreneurs. C'est d'amener les grandes entreprises, des entreprises africaines, les villes. Donc vraiment amener tout le monde à discuter ensemble. Un sommet d'ailleurs qui devrait se passer au mois de juin. Oui. Qui devait se passer d'ailleurs actuellement. On aurait dû être à Bordeaux et célébrer ce grand moment pour l'Afrique. Oui. Et c'est bien malheureux. Oui, deux questions rapides, comme nous sommes très en avance, pour ne pas dire nous sommes presque à la fin de cette émission avec Karim Sy. C'est d'abord votre regard, Karim Sy, un homme à plusieurs pays, l'international aujourd'hui. Comment est-ce que vous suivez un peu ce débat qui dit qu'à l'heure de la présente crise sanitaire, la pandémie de la COVID-19, qu'il y a une Afrique qui se réinvente, ou en tous les cas, que les rapports entre l'Afrique et le reste du monde se réinventent, et que la fin de cette crise va disons, faire naître une Afrique nouvelle. Vous en pensez quoi? Vous êtes trop optimiste là-dessus? Écoutez, je pense qu'il y a... Moi, je le crois. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une dynamique qui était en marche depuis longtemps. Mais donc accélérée par la crise alors? La crise l'a accentuée, nous a fait voir deux choses. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que déjà, dans certains temps de crise,
malheureusement, on ne peut compter que sur ses compétences locales. On a vu, là, on est dans une crise mondiale. Chacun a répondu dans son pays avant de se poser la question de est-ce que je peux venir aider l'autre. Oui. Donc, il vaut mieux avoir une capacité de réponse locale. Donc ça nous appelle et ça nous interpelle tous sur mettre en place justement ces mécanismes. Vous savez, moi, même quand j'étais la stratégie de croissance accélérée, je me rappelle avoir dit aux responsables, notamment au ministre des Finances à l'époque, qu'il faut faire confiance à la jeunesse africaine. Elle a des solutions, elle a des choses à proposer. Il faut leur faire confiance. On ne peut pas que donner à l'extérieur. Confier tous les grands projets. C'est que même avec Optique ou autres, on s'est longtemps battu pour qu'il y ait une logique, par exemple, de Small Business Act à l'africaine ou à la sénégalaise, c'est-à-dire que 10% des projets de l'État soient donnés pour des petites entreprises pour les stimuler et leur permettre de devenir plus grandes. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, on voit que les pays aussi ont échangé entre eux. Et je pense que ça, c'est aussi une dynamique qui est enclenchée. Et on le voit dans la continuité de ce que les présidents ont fait avec la zone de libre-échange. Il y a ce vent du panafricanisme qui revient, où on comprend qu'il nous faut aussi arriver à créer un marché fort. Si on prend le numérique, il y a une initiative, justement, on parlait de Kagame tout à l'heure, qui a été lancée par le président Kagame, mais qui est rejoint aujourd'hui par près d'une trentaine de présidents, dont Macky Sall, qui est loin d'être en reste, avec Smart Africa, dans lequel on a une place assez prenante. Oui. Et le président Macky Sall a lancé cet appel pour que, comment l'Afrique puisse aujourd'hui aussi s'organiser, rediscuter les termes de l'échange avec les autres pays africains, mais avec le reste du monde. C'est-à-dire aujourd'hui, on a un monde qui a été pensé, comme l'a dit le président Macky Sall, au temps où l'Afrique n'était pas indépendante. Il faut qu'on se repense aujourd'hui dans un monde de demain et réorganiser les règles du jeu. Si on reste dans les mêmes règles du jeu, forcément, on ne va jamais gagner le jeu. Nous allons terminer par votre bébé à vous, Karim Sy, Jokolab que vous avez mis en place, Jokolab qui grandit, une présence en Afrique de l'Ouest, mais vous l'avez dit également en Occident, en France, une présence à Saint-Louis du Sénégal. Le bureau de Saint-Louis, il grandit. Vous avez des nouvelles, Mali, de bonnes nouvelles pour nous? Burkina, au Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Gambie, oui, dans d'autres pays. Oui, en fait, Saint-Louis, oui. J'évoque le bureau de Saint-Louis parce que c'est la dernière réalisation en date, selon mes informations. Alors, le bureau de Saint-Louis, ça donne quoi actuellement? Écoutez, Saint-Louis, on avait il y a longtemps un bureau à Saint-Louis, on a dû le fermer malheureusement. Cette réouverture, on en est très content. Je pense que Saint-Louis a un très gros potentiel. Il y a beaucoup de talents qui viennent de Saint-Louis, n'est-ce pas? Bien sûr. Et donc là, il prend assez bien. Et pour l'instant, il se maintient malgré la crise. Je pense qu'il y avait un besoin dans le Nord d'avoir une réponse comme ça. Je félicite d'ailleurs Fatoumata Niang-Niox, qui est la directrice de Jokolab au Sénégal, qui a porté ce projet de A jusqu'à Z, qui l'a fait émerger et qui le maintient, parce qu'aujourd'hui, Saint-Louis, franchement, malgré la crise, au contraire, se maintient et je pense va se développer. Oui, la réouverture, un peu l'activation de ce bureau, c'est le rappel que le numérique, il ne se passe pas seulement à Dakar, mais qu'il faut le démocratiser, le décentraliser. Nous, vous savez, on a toujours eu des actions, on a travaillé avec une ONG partenaire à Ziguinchor, on a toujours travaillé la sortie de Dakar, la mise en réseau. C'est le principe même de Joko. Hein. Nous, de toutes les manières, le réseau Jokolab, c'est ça l'idée, c'est d'arriver à se mettre en réseau. C'est du Joko, c'est du Joko. Travailler ensemble. C'est du Joko, complètement, et c'est pas pour rien qu'on a mis ce nom-là. C'est qu'on s'est imprégné de cette philosophie traditionnelle et qu'on veut infuser dans nos rapports. On pense qu'on est plus fort ensemble. Vous savez, vous prenez un morceau de bois, vous le cassez. Hein. Vous prenez 5 morceaux de bois, ça commence à être difficile. Donc, il faut qu'on arrive ensemble à créer cette dynamique. Et on l'a dit tout à l'heure, les startups doivent se développer. Donc, une startup qui est à Dakar, si elle a un relais à Saint-Louis, si elle a un espace dans lequel elle retrouve les mêmes repères, les mêmes philosophies, si elle en a après au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, en Cameroun, en Gambie ou en France, vous voyez bien que ses horizons sont tout de suite élargis et elle peut le faire de manière plus simple. Comment il s'occupe, le Karim Sy revenu à Dakar et peut-être coincé à Dakar par la crise? Alors, votre quotidien se résume à quoi? Alors, au début, franchement, j'étais le repos. Je profitais de ma famille, de mes enfants, qui étaient très contents, surtout mes enfants, qui je pense, je manquais un peu. Donc ça a été quelque chose. J'ai pas beaucoup pris de vacances ces dernières années.
Donc, prendre un peu de recul, ça tombait avec le moment du Ramadan, donc aussi un mois particulier dans lequel il est vraiment très en faveur du recueillement et de se retrouver. Donc, ça, c'est peut-être mon côté-ci, un peu là-dessus. Et donc, voilà. Et donc là, je redémarre sur le quinquet. Et c'est quoi les premières actions entamées après le Covid, Inch'Allah? On y travaille, on est en train de voir justement comment toujours s'engager auprès de l'écosystème numérique, non seulement du Sénégal, mais africain, pour le rendre encore plus fort et permettre à plus de jeunes de réaliser leur vrai potentiel. Comme vous l'avez dit, je suis d'abord et avant tout un entrepreneur, ce que les gens ont tendance à oublier. Donc, je profite aussi de cette période tranquille pour repenser. Il y a beaucoup de projets qui m'intéressent, projets privés, que je vais étudier, voir comment m'engager. Voilà. Karim Sy, pourvoyeur d'emploi au Sénégal, il faut s'y attendre dans les prochaines années, non? Je sais, mais je parle de nouveaux emplois. On le fait déjà. Vous savez, j'étais administrateur général de Marche West Africa. Et que devient d'ailleurs cet engagement auprès de Marche? Alors, on a revendu à un groupe, le groupe Archiveco, donc on s'est fait racheter, qui a repris tout le groupe Marche. Et donc voilà, c'est une société qui marche assez bien. Malheureusement, je ne suis pas sûr que le groupe s'en mais on est en train sur l'Afrique, mais on est en train de discuter aujourd'hui pour voir comment maintenir cette activité africaine. C'est aussi ce qui me préoccupe, garder les emplois au Sénégal et la connaissance, puisqu'on a quand même développé un très beau savoir-faire à travers des projets dans toute la sous-région jusqu'au Bénin, au Mali, Côte d'Ivoire, etc. Donc c'est lié à la dématérialisation. On a fait de très beaux projets. Actuellement, il y a un projet qui est en train de se dérouler avec le port du Sénégal, d'autres avec la sécurité sociale au Burkina. Donc voilà, un beau savoir-faire qui est là au Sénégal et qu'il faut valoriser. Donc on est en train de discuter comment réaliser ça. C'est-à-dire que le groupe qui l'a racheté est le numéro 1 de la dématérialisation quasiment en France aujourd'hui. Donc c'est un beau groupe. Ça fait partie des bonnes opérations qui m'ont permis de tenir en bénévolat. Fin de ce premier numéro du mois de juin. Karim Sy en était l'invité. Merci beaucoup. C'est moi. Merci Ousmane. Fondateur de Jokolab, ancien membre du CPA, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, que vous quittez pour mieux vous concentrer sur la présidence de l'association Digital Africa, présidence que vous quittez, l'association qui regroupe des structures comme l'Agence française de développement, mais vous restez bien sûr, vous nous l'avez dit, au sein de ce Digital Africa comme membre du conseil d'administration. Émission à retrouver à l'instant sur mes pages LinkedIn et Facebook et en vidéo comme à la télé. Excellente semaine à vous, Karim Sy. Merci Ousmane. Merci. Excellent dimanche et excellente semaine à vous tous.